Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé par la ST35. Quelques petites règles de bon fonctionnement ce matin. Sachez que ce webinaire est enregistré. Ça n'empêche pas, bien entendu, de prendre la parole à tout moment, hein. Donc, vous pouvez réactiver votre micro à tout moment pour poser les questions que vous souhaitez. Et puis, je vous propose également d'utiliser le chat. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, ce webinaire, il est organisé donc aujourd'hui 11 mars, journée nationale de l'audition. Et donc, nous l'avons nommé donc avec Fabienne ici présente, ma collègue infirmière en santé au travail, de la gêne à la surdité. Donc, comment évaluer le risque bruit au sein de votre entreprise et quelles solutions vous pouvez trouver en tant qu'entreprise pour remédier à ce bruit au travail. Alors, moi, je suis ingénieur en hygiène et sécurité. Je m'appelle donc Erwan Daniel. Je suis un intervenant en prévention des risques professionnels. Donc, je travaille donc, sur le secteur de Rennes avec l'ensemble des médecins du travail. Voilà. Pour la ST35 et Fabienne également travaille pour une équipe médicale et donc se charge notamment du suivi de santé des salariés. Alors, je vous propose donc de revenir très très rapidement sur ces règles de fonctionnement. Donc, effectivement, vous avez compris de couper le micro, merci, hein. Et puis, n'hésitez surtout pas à utiliser ce chat qui est à votre disposition dans la barre d'outils de Zoom et vous pouvez donc poser vos questions. Et Fabienne, quand je parlerai, me coupera, hein, n'hésite pas Fabienne. Et inversement, pour pouvoir parler en live, l'objectif n'est pas de faire un monologue, mais si on peut échanger entre nous. Alors, ce matin, on a choisi hein, donc de vous proposer donc un sommaire. Déjà, on va reprendre quelques petits prérequis hein, très rapides. L'objectif étant de caractériser le risque bruit. Hein, donc, on reprendra quelques éléments donc impératif à connaître donc pour bien gérer ce risque bruit en entreprise. Fabienne vous parlera donc de l'atteinte, des atteintes pardon, sur la santé et des enjeux pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Donc elle reprendra effectivement la physiologie de l'oreille et bien d'autres choses. Et nous parlerons à deux voix hein, sur comment évaluer votre ambiance sonore en entreprise. Je vous parlerai de la partie technique et Fabienne abordera les solutions qui s'offrent à vous pour apporter des réponses à votre évaluation des risques et notamment donc, à l'ambiance sonore. Et donc, pour cette évaluation de votre ambiance sonore, on vous donnera deux approches. Une approche axée sur le monde industriel et une approche axée sur le monde tertiaire, hein, tout en sachant qu'effectivement, les nuisances sonores existent dans ces deux secteurs d'activité. Alors, très très rapidement, le bruit, c'est quoi? C'est un ensemble de sons. Hein. Ces sons se propagent dans notre environnement hein, par des vibrations, hein, donc des vibrations de l'air. Et comme on parle de bruit, eh ben, la perception au niveau de l'oreille sera plutôt vue comme gênante, voire désagréable. Mais il faut hein, effectivement savoir que un son même agréable peut effectivement, en fonction de son intensité hein, et sa fréquence, être délétère hein, pour l'audition humaine. Je vous donne l'exemple de la musique. Hein, un musicien, bien sûr que sa mélodie, elle est très très agréable à entendre. Pour autant, un musicien qui génère un son très fort, effectivement, doit se protéger hein, contre ces vibrations hein, sonores hein, qui peuvent être délétères également pour son audition. Alors,
Le bruit, on va le caractériser en 7 facteurs qu'il est important d'évaluer, d'avoir en tête quand vous allez parler de bruit dans vos entreprises. Je vous propose déjà dans un premier temps d'évaluer votre bruit sur l'échelle de bruit. Voilà, on va parler de gêne acoustique à 55 décibels, ce qui est faible, hein, 55 décibels. On va parler de fatigue auditive à partir de 70 décibels. Et on va parler de danger pour l'audition à partir de 80 décibels. Donc c'est déjà important de savoir par rapport à cette échelle de bruit où vous vous situez hein, dans votre entreprise. Donc cette échelle de bruit, effectivement, elle va augmenter hein, en fonction des différentes sources sonores que vous allez avoir dans votre entreprise. On vous propose un exemple ici. Oui, alors, oui, bien sûr, on vous répond en direct. Il sera bien sûr possible hein, de revoir ce webinaire en replay. On espère si l'enregistrement que l'on fait aujourd'hui est de qualité. Voilà, vous inquiétez pas. Et vous recevrez, hein, j'ai oublié de vous le dire, vous recevrez toutes et tous ce support par mail hein, de la part de notre service communication, sachant qu'au moment de votre inscription, vous avez laissé votre adresse email. Donc, vous serez donc réceptionnaire de ce PowerPoint. Voilà. Alors, pour reprendre effectivement, lorsque l'on va doubler la source sonore dans votre entreprise, hein, lorsque vous décidez hein, d'apporter une machine complémentaire dans vos établissements, ou lorsque vous décidez d'apporter une personne supplémentaire dans un bureau, il faut savoir que le fait d'apporter donc une nuisance sonore supplémentaire va engendrer sur votre niveau sonore un complément de 3 décibels. Voilà, hein, et ça ne va pas donc doubler la source sonore en décibels, bien heureusement, hein, autrement on ferait 80 plus 80 et on arriverait donc à un seuil de douleur qui est inatteignable. 160. Donc, dès que vous allez doubler votre source sonore dans votre entreprise, il faudra rajouter 3 décibels. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 décibels de gain dans un établissement d'entreprise, hein, c'est assez compliqué à travailler. Il va falloir faire beaucoup d'efforts en termes de protection collective pour pouvoir gagner en niveau sonore. Voilà, donc ça c'est important à avoir ça en tête. Lorsque l'on double la nuisance sonore, lorsque l'on double le nombre de machines, vous allez augmenter donc de 3 décibels à chaque fois. Alors, ensuite, il sera important de prendre en compte la durée d'exposition. Bien entendu, si vous êtes que 5 minutes dans un environnement bruyant, encore que, on verra tout à l'heure, je vais vous montrer un petit tableau, il suffit de s'exposer que quelques secondes à des niveaux sonores très importants pour pouvoir avoir une dose de bruit délétère hein, pour la santé. Voilà ce tableau. L'équivalent à 85 décibels, on reverra tout à l'heure, c'est le deuxième seuil réglementaire défini par le Code du travail. Donc, lorsqu'on est exposé à 85 décibels sur 8 heures, ça équivaut à être exposé à 115 décibels sur 28 secondes. Vous voyez, donc, il est important, même sur des faibles durées d'exposition, de se protéger lorsqu'on est sur des niveaux sonores très importants. Alors, ensuite, troisième facteur important, il faudra bien sûr prendre en compte la fréquence. Si on est sur un son grave, sur un son médium, on parlera également de fréquence conversationnelle. Et lorsqu'on est sur un son aigu, on n'agira pas forcément de la même manière et on n'adaptera pas les équipements de protection, qu'ils soient collectifs ou individuels, de la même manière. Donc c'est important de connaître sa fréquence majeure hein, au niveau des nuisances sonores. Et rassurez-vous, le service de santé au travail est là pour vous accompagner et vous donner tous ces éléments-là. Il faudra bien sûr prendre en compte aussi le type de bruit. Hein,
si je vous demandais à l'instant de me dire lequel est le plus délétère pour la santé, bien sûr que vous me répondriez tous que le bruit impulsionnel est le plus dangereux. Effectivement, c'est un bruit dont la personne ne va pas s'en apercevoir, hein, le fameux bruit de palette dans le dos de la personne. Hein, donc un bruit important, très soudain, et l'oreille humaine n'a pas le temps de s'adapter à ce niveau sonore important. Et donc, Fabienne reviendra tout à l'heure, hein, sur la vague, hein, au niveau de la cochlée, où effectivement, on va avoir des effets, hein, sur notamment les cellules ciliées. Je Autre facteur, hein, donc cinquième facteur, bien sûr, c'est la distance par rapport à la source sonore. Il est important, même si l'on ne génère pas de niveau de bruit, hein, par rapport à son activité, de prendre en compte cette distance. Alors, plus vous allez vous éloigner de la source sonore, moins vous allez être exposé, effectivement, mais pour autant, il faut bien faire comprendre aux salariés que même s'ils ne génèrent pas de bruit dans leur travail, hein, dans leur activité, s'ils sont proches d'une activité bruyante, la protection est également essentielle. Le lieu, effectivement, si vous êtes en extérieur, vous n'aurez pas d'effet de réverbération. Hein, donc, on a tous tendu notre pelouse un jour, et vous avez effectivement, vous avez votre tondeuse en extérieur, donc on a peu de réverbération de cette ambiance sonore, hein, de ce niveau sonore. Si toutefois vous allumez votre tondeuse, vous passez par un carport ou par un garage, effectivement, là, vous allez ressentir une réverbération du niveau sonore, et donc vous aurez donc un impact multiplié au niveau de l'oreille. Et dernier point à prendre en compte, qui est très important, c'est bien sûr l'individu. On est tous faits différemment, on est tous avec des différences, et on peut, en fonction de notre âge, en fonction de nos antécédents médicaux, avoir malheureusement une différence sur l'acuité auditive. Voilà. Et donc, il faut prendre en compte, et le suivi de santé, hein, que nos médecins, que nos infirmiers font au quotidien pour les salariés, est bien sûr pris en compte, et vous verrez tout à l'heure les examens qui peuvent être réalisés dans ce cadre-là. Voilà, donc pour synthétiser, voilà, hein, comment on peut caractériser le bruit dans vos entreprises. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Fabienne, hein, qui va aborder les attentes sur la santé. Bonjour pour ceux qui nous ont rejoints. Effectivement, hein, qu'est-ce que ça représente déjà en termes de statistiques en France, au point de vue de la maladie professionnelle qui va être reconnue comme au tableau numéro 42. Hein. Donc, on va évoquer ça. Et puis, donc, ensuite, on évoquera la physiologie de l'oreille. Et puis ensuite, eh bien, les effets collatéraux, on va dire, hein, du bruit sur notre santé en général, et puis ce que nous, on peut, en tant que service de santé au travail, apporter. Donc, effectivement, les gènes, les bruits vont engendrer des maladies professionnelles, comme je l'ai dit, au numéro 42 du régime général. Ça représente 1000 cas reconnus de surdité en France tous les ans. C'est donc un coût important, colossal, même pour les entreprises. En coût direct, on parle de 100 millions d'euros par an. Donc, sans compter les coûts indirects, évidemment, de désorganisation, par exemple, au sein des entreprises. Donc, c'est la 4e maladie professionnelle en France, et on est à peu près sur le même schéma en Europe. Hein. On n'est pas malheureusement les seuls dans ce cas-là. Donc, le problème du bruit, c'est que souvent les gens, comme ça ne se voit pas, ne se protègent pas. Et ça survient très progressivement. C'est donc très insidieux. Hein, parce qu'il n'y a pas de douleur ressortie non plus. Et malheureusement, une fois que ce problème impacte notre audition, on ne peut pas revenir dessus. Il y a un caractère irréversible. Hein. Vous allez par exemple être soumis à un bruit important
pendant une petite durée, une petite dose de bruit, vous allez chez vous, on va parler de fatigue auditive avec peut-être des répercussions, mais ça va être réversible. Alors qu'un impact du bruit sur votre quotidien en tant que salarié risque d'être avec un caractère d'irréversibilité. Et lorsqu'on s'en rend compte, bah, malheureusement, c'est déjà trop tard. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'anatomie de l'oreille. Hein. Donc, évidemment, on va vulgariser ça, hein, puisqu'on ne s'adresse pas à des médecins aujourd'hui. Hein. Tout le monde sait que l'appareil auditif, bien, il y a donc 3 parties. La partie visible, hein, l'oreille externe, avec le pavillon, le conduit auditif et le tympan. Donc, cette partie-là, elle va recevoir l'onde sonore. Hein. Et puis, ça va être amplifié, arrivé donc jusqu'au tympan qui va vibrer. Et cette vibration de cette membrane qu'est le tympan va donc avoir un impact, faire vibrer la partie dans l'oreille moyenne. Voilà, petit schéma Erwan de l'oreille moyenne avec donc le marteau, l'enclume et l'étrier qui vont donc, avec cette onde sonore, vibrer. Et l'étrier va donc servir comme une espèce de piston qui va aller comprimer le liquide qui se trouve dans la 3e partie, donc l'oreille interne, hein, on parle souvent de la cochlée, mais il n'y a pas que la cochlée, donc il y a les canaux, le vestibule, et puis cette fameuse cochlée, donc on va regarder un petit peu plus précisément ensuite. Donc cet étrier, il vient comme un piston faire vibrer ce liquide qu'on retrouve dans l'organe de Corti. Donc l'organe de Corti, il est dans cette cochlée-là qu'on peut représenter schématiquement de façon un peu vulgarisée comme un espèce de colimaçon, un escargot. Hein. Et lorsque le liquide, en fonction de la fréquence de l'impact pulsionnel ou cette onde de son qui va faire vibrer ce liquide va atteindre les cellules ciliées qui tapissent cet organe de Corti. Donc on en a à peu près de 15 000 à 20 000 cellules ciliées. Ça, c'est un capital que vous avez à la naissance, qui ne va pas se régénérer s'il est endommagé malheureusement. Donc c'est vraiment pour ça qu'on devrait vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge à protéger notre capacité auditive, parce que s'il y a lésion, eh bien c'est malheureusement irréversible, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui se trouverait à côté d'une explosion. On peut dire que ses cils vibratiles serait coupé net, fauché comme dans un champ de blé, hein, ça ne repousse pas et cette surdité, elle est malheureusement irréversible. Hein. Donc voilà, sur cette cochlée que vous voyez, à gauche, vous avez une cochlée saine avec les cils vibratiles, hein, qu'on voit bien. Et puis, dans la deuxième photo, vous voyez ces cellules ciliées qui sont complètement détériorées, inexistantes, et qui ne permettent plus, justement, via le nerf auditif, d'envoyer ce signal au cerveau qui nous permet de percevoir le bruit, le son. Donc, comme vous le voyez, c'est un colimaçon et donc les premières cellules ciliées vont nous permettre d'entendre une certaine fréquence. Donc les premières cellules, là ce qu'on vous montre, à 20 000 Hz, ça va être les fréquences les plus aiguës. Donc ces premières cellules, comme on le voit sur la cochlée endommagée, représentent celles qui nous permettent d'entendre les sons les plus aigus. Hein. Et lorsque on va faire un état des lieux de l'audition des personnes, on va évaluer en fonction des différentes fréquences là où il y a la lésion. Il faut savoir que tout au long de votre vie, vous allez avoir une usure de ces cellules ciliées. C'est-à-dire que, par exemple, un individu de 15 ans va entendre des sons extrêmement aigus que déjà à 25 ans, on ne peut plus percevoir puisqu'il y a une usure
annuel qui est normal. Mais les personnes qui vont être exposées au bruit au quotidien vont user de façon prématurée et donc perdre cette capacité auditive. Et puis, comme on le disait, de façon insidieuse, donc petit à petit, sans s'en apercevoir. Donc, ça va se traduire peut-être par, à la maison, écouter la radio ou la musique beaucoup plus fort, et de façon exponentielle, vous allez endommager encore plus votre capacité auditive. Bon. J'ai ces 3 audiogrammes là qui vous présentent un petit peu les examens que on va faire aux salariés lorsqu'ils viennent en consultation, en visite chez nous. Hein. Donc là, vous avez 3 cas. Donc, dans le premier cas, on voit que lorsque vous êtes... Alors, on fait à chaque fois un test auditif de l'oreille droite, puis de l'oreille gauche. Donc là, vous avez 3 audiogrammes d'oreille droite avec, dans le premier cas, le stade 1, où vous voyez bien qu'on est dans cette première bande zone verte où, en fait, l'individu a une capacité d'audition tout à fait acceptable dans les sons graves, hein, puisqu'on est en haut de la courbe à gauche à moins 5 décibels, alors que dans les fréquences qui concernent la zone de la parole, on commence à descendre un petit peu, mais on a ce qu'on appelle un scotum, c'est-à-dire qu'on a déjà une perte d'audition à 4000 Hertz. Donc ça, pour nous, c'est un signal d'alerte parce qu'on voit cette petite encoche là à 4000 Hertz où on se dit ah, attention, il faut déjà sensibiliser le salarié parce que là, on voit bien qu'on est à moins 30 décibels d'audition à 4000 Hertz. Donc, étant donné que les fréquences de la parole qui sont autour de 1500 Hertz, 2000 Hertz, ne sont pas encore vraiment endommagés, le salarié ne se rend pas forcément compte de cette perte déjà du fait qu'il ne puisse pas entendre les sons à 4000 Hertz. Bon. Sur le second diagramme, donc le stade 2, là, on voit qu'on est déjà à moins 40, moins 50 décibels à 4000 Hertz, mais que là, les fréquences de la parole hein, sont déjà touchées. Donc, ça veut dire que lorsque la personne va être dans une ambiance de bruit, par exemple, typiquement, on dit un repas de famille, tout le monde parle en même temps, la personne est obligée de faire répéter parce qu'elle n'entend plus. Voilà. Et puis, on arrive à l'audiogramme numéro 3, où effectivement, là, vous voyez, on est dans une atteinte sévère, hein, puisque à 4000 Hertz, on est à moins 80-90 décibels. Donc, c'est vrai que ça va se faire de façon très progressive. Hein, et c'est vrai que nous, lorsqu'on a des salariés, on va pouvoir, lorsque ce sont des salariés qui sont suivis chez nous et qu'on va avoir les audiogrammes précédents, on va pouvoir lire justement cette évolution et quantifier et lui montrer aussi aux salariés, hein, systématiquement, moi, lorsque je fais des audiogrammes, suite à l'examen, je leur montre leur courbe, j'explicite ça pour qu'il y ait une prise de conscience de cette évolution qui peut être effectivement insidieuse. Donc, on comprend bien que selon les métiers, ça va être plus ou moins impactant. Par exemple, quelqu'un qui est chauffeur d'un autocar, ça peut être malheureusement pour lui une suspension temporaire si on ne peut pas remédier en l'appareillant. En tout cas, il est forcément orienté vers son médecin traitant et vers un ORL. Voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, dans un premier temps, effectivement, on va être soumis à un bruit de façon temporaire et cette fatigue, elle peut être réversible. Ça peut se manifester lorsque vous rentrez chez vous par des sifflements, des bourdonnements d'oreilles, hein, qui sont effectivement très gênants, mais qui peuvent être réversibles dans certains cas. Et puis,
si la blessure auditive, on va dire, comme je vous ai pris le cas extrême tout à l'heure, hein, d'une bombe qui explose, mais ça peut être effectivement, comme le disait Herman tout à l'heure, une palette qui tombe derrière vous. Ça peut être quand on est dans un atelier ou dans un entrepôt où l'onde va se propager puisqu'on ne va pas avoir de système acoustique pour réduire cet impact. Eh bien, la lésion peut perdurer, pardon, et ces acouphènes, alors l'acouphène, ça va être un sifflement très strident que vous avez sur une ou deux oreilles, hein, et qui est extrêmement gênant. Donc, il y a un effet malheureusement d'accoutumance. On parlait parfois que c'était irréversible. Il y a quand même toujours nécessité, en tout cas, d'en parler à un médecin, à un ORL, parce qu'on peut accompagner, on peut quand même trouver des solutions. Et puis, donc, l'hyperacousie, hein, cette hypersensibilité auditive, qui peut devenir extrêmement désagréable puisque le moindre bruit va être gênant pour la personne en fonction des lésions qu'elle aura déjà au niveau de son système auditif. Donc, vous avez peut-être déjà tous fait l'expérience d'être dans une ambiance, je ne sais pas, de concert ou avec un volume sonore extrêmement élevé. Hein, quand on va être dans un endroit où il y a une musique très forte, on a tous eu ce sentiment de ressentir le cœur qui bat plus vite. Hein. Donc là, ça vous montre l'exemple que d'être dans une ambiance au quotidien sonore importante, ça a ou même dans une brasserie, hein, quand il y a du monde, on parle de 75 décibels. Donc quand on a passé un moment dans une ambiance telle que celle-là, lorsqu'on retrouve une ambiance calme, on se dit « Ouh, ça fait du bien ». Hein, bah là, c'est vraiment l'exemple de vous dire que ça a un impact. On parle d'effet extra-auditif, hein, donc ça va avoir un impact sur votre rythme cardiaque, ça va avoir un impact sur votre tension, ça va avoir un impact sur également le système digestif, puisqu'on se contracte plus, donc ça va avoir des incidences. Hein. On sait très bien que le stress a des impacts sur notre système digestif. Eh bien, ça peut être le bruit qui va impacter effectivement nos systèmes physiologiques. Hein. Donc, provoquer de la fatigue. Cette fatigue, eh bien, elle peut se traduire par ce tremblement des mains, par une nervosité, par de l'irritabilité. Hein. Si on passe une journée complète dans une ambiance sonore élevée, vous rentrez à la maison, je pense que vous avez moins de tolérance sur l'enfant qui va crier autour de vous ou tout simplement vous solliciter pour passer un petit moment avec vous. Hein. Donc voilà, donc c'est de la qualité de vie au travail, hein, c'est de la vigilance qui va être impactée, mais c'est aussi votre qualité de vie en dehors du travail à la maison. Donc cette fatigue générale, on sait très bien que c'est malheureusement, ça va impacter notre vigilance, notre attention et peut-être être source d'accidents. Hein. En tout cas, impacter notre capacité à bien travailler. Hein. Donc voilà, donc, il ne faut pas négliger ce bruit, hein, vraiment qui est important dans nos vies. Eh bien, merci Fabienne pour tous ces détails très intéressants. Alors, je vais reprendre la parole et je vais vous proposer là d'aller dans le vif du sujet d'entreprise. On va déjà vous donner quelques informations pour évaluer vous-même votre niveau sonore. Donc, on va vous proposer une démarche en 3 étapes. Ensuite, comme je vous le disais en sommaire, on va avoir une approche industrielle et on va avoir une approche tertiaire. Dans cette approche industrielle, on regardera ce que nous dit le Code du travail par rapport au seuil réglementaire. Ensuite, on fera un zoom sur une entreprise de métallurgie et on vous montrera des résultats réalisés à l'aide d'un dosimètre. Hein. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait des différents appareils et donc des résultats avec un sonomètre. Je vous donnerai la différence entre ces 2 appareils. Par la suite, Fabienne reprendra les différentes préconisations organisationnelles et techniques qui sont envisageables dans vos entreprises
entreprise. L'approche tertiaire, on parlera plus là de normes et non de seuils réglementaires. On vous parlera d'un cas concret d'un bureau collectif ouvert avec des mesures réalisées au sonomètre. Et je vous montrerai une modélisation de la gêne acoustique. Effectivement, même en travaillant dans un bureau collectif, on peut être gêné, hein, et beaucoup de gens sont gênés. Il existe également d'autres problématiques, notamment le choc acoustique. Hein, lorsqu'on va téléphoner, on va pouvoir effectivement être exposé à des niveaux sonores liés quelquefois à des appareillages mal réglés qui vont avoir une incidence sur notre audition. Voilà. Et Fabienne terminera, hein, comme je vous l'ai dit, par les préconisations organisationnelles et techniques. Alors, l'évaluation du niveau sonore en 3 étapes. On vous propose déjà, vous, en entreprise, alors beaucoup hein, ont déjà probablement évalué ce niveau sonore. En tant que service de santé au travail, c'est une action que l'on mène énormément dans nos entreprises. Il faut savoir que dans les actions de métrologie que l'on réalise dans nos entreprises, le bruit prend une place très importante. Et on va évaluer et on va sensibiliser, que ce soit pendant cette visite d'information, donc visite médicale, hein, ou en entreprise en sensibilisation. Effectivement, on va vous présenter ces résultats. Mais avant même de réaliser des mesures, on vous propose d'estimer sommairement votre niveau sonore. Alors, l'estimation, c'est évaluer la capacité à communiquer à 1 mètre. Si déjà vous élevez la voix au moment où vous allez communiquer à 1 mètre avec une personne, ça veut bien dire que votre niveau sonore, il est probablement supérieur ou égal à 80 décibels. Voilà. Sauf en cas déjà de difficulté auditive, bien entendu, de la personne. Mais lorsqu'on est dans un environnement de travail où on va commencer à élever la voix pour s'entendre à 1 mètre, sachez déjà que le niveau sonore doit atteindre probablement 80 décibels, voire plus. Deuxième démarche, hein, deuxième étape, c'est déjà, avant même de penser à mesurer, c'est de consulter les notices de vos machines. Consulter les notices de vos téléphones. On ne parle pas forcément que des machines. Si on est dans le monde tertiaire, regardez les notices de vos téléphones qui peut-être ont des réglages qui ne sont pas réalisés. Hein, pour connaître effectivement l'évaluation sonore que vos fournisseurs ont réalisée hein, sur ces machines, sur ces appareils. Ça va vous permettre également, en plus d'avoir déjà ces niveaux sonores, d'apprécier les durées d'exposition. Et en ayant déjà le niveau hein, sonore, l'intensité sonore en décibels, associé à une durée d'exposition, donc soit quelques heures par jour ou soit tout au long de la journée, et ben vous allez déjà pouvoir estimer la dose de bruit que vos salariés vont percevoir tout au long de la journée. Donc ça déjà, vous avez ces 2 premières étapes qui vont vous guider, hein, parce que vous l'avez bien compris, hein, plus de suspense, à la métrologie que nous sommes bien sûr capables de réaliser pour vos entreprises ou bien d'autres bureaux d'études sont très compétents dans la matière. Alors, je vous montre là deux types d'appareils. Celui de gauche, qui montre ici un niveau sonore de 81,6 précisément, et ben, c'est un sonomètre. Donc, c'est un appareil qui ne sera pas porté par la personne, mais qui sera porté par le préventeur ou qui sera placé sur un trépied. Hein, et c'est un appareil qui va nous permettre de mesurer le niveau sonore, mais aussi, hein, pour nos appareils qui nous concernent, qui va permettre de nous découper hein, cette ambiance sonore grâce à un spectre fréquentiel hein, qui va nous donner hein, le niveau sonore par niveau de fréquence, hein, par tiers d'octave, par octave, si on devient précis et technique, pour pouvoir mieux vous conseiller après dans la prévention. Le deuxième appareil que vous voyez porté sur l'oreille, eh ben, c'est un dosimètre, donc il parle bien, hein, son nom parle bien, et il est là donc pour mesurer la dose du niveau sonore à exposer. On le pose à une dizaine de centimètres de l'oreille hein, pour mesurer hein, le niveau sonore et comparer donc, ce niveau sonore au seuil réglementaire du Code du travail notamment. Alors, si maintenant je rentre dans notre exemple de l'approche
industrielle. Ce que je vous propose, donc déjà, c'est cette méthode, elle nous permet d'évaluer la dose reçue par les salariés sur une journée de travail. Hein. Notre dosimètre, hein, que je vous ai montré à l'instant, il va nous permettre de comparer, hein, ces niveaux sonores, hein, sur une durée que le technicien, que l'ingénieur va déterminer en fonction de l'activité représentative de l'activité d'entreprise. Parce qu'effectivement, il faut qu'on ait un échantillon important, hein, pour pouvoir être au plus proche de la réalité de l'exposition. En complément de ça, très souvent dans le monde industriel, on va utiliser, et c'est le technicien, hein, qui va utiliser le sonomètre pour identifier les sources sonores dans l'entreprise, pour pouvoir conseiller au mieux l'entreprise. Eh ben, on va venir faire des échantillons, hein, de bruit pour estimer l'impact sonore et ensuite déterminer les différentes fréquences acoustiques auxquelles vos salariés sont exposés. Ça nous permettra notamment, et ça me permet de parler du troisième point, ça nous permettra d'analyser ces fréquences sonores et vérifier, dans le cas où les salariés sont obligés de porter, hein, malgré une protection collective, des protections individuelles, eh ben, on regardera si ces protections individuelles sont adaptées. Hein, voilà. Parce que toutes protections individuelles ne sont pas forcément adaptées au niveau sonore de vos entreprises. Il faut avoir cette réflexion avant même de proposer des protections individuelles. Voilà. Et donc, ça nous permettra aussi, hein, de modéliser et de sensibiliser par la suite vos salariés au risque de surdité, hein, pour montrer effectivement que, en l'absence de protection ou en l'absence de respect des protections collectives, parce qu'il faut savoir que cette protection collective, elle doit être étudiée en priorité, c'est bien un principe de prévention du Code du travail, hein, avant même de mettre le casque, le bouchon sur les oreilles de nos salariés. Alors, très rapidement, on va regarder ce que nous dit le Code du travail. Le Code du travail, il nous donne une première valeur qu'on va appeler une valeur d'exposition inférieure, la fameuse VAI, hein, qui va nous permettre de déclencher l'action de prévention. Donc, ce premier seuil, hein, aujourd'hui, est fixé à 80 décibels A. Alors, en moyenne, sur une dose journalière, hein, donc ce qu'on va appeler le Lex 8 heures. Hein, et donc, c'est cette mesure qu'on va rechercher lorsqu'on va utiliser notre dosimètre. Mais il faut savoir que ce niveau, hein, moyen, hein, donc journalier, il va être corrélé également à un niveau de crête. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous disais, le niveau le plus délétère pour la santé, c'est le bruit impulsionnel. Et donc là, on va venir mesurer les maximums, hein, les niveaux les plus importants en DBC, hein, donc avec une pondération de crête, qui va nous permettre de voir si vous ne dépassez pas, hein, ces 135 décibels C, hein, qui sont délétères pour l'audition humaine, et notamment, hein, la vague de liquide, hein, que l'on a dans notre cochlée pour nous décaper, hein, ces fameux cellules ciliées que l'on a à l'entrée de notre organe de perception de l'audition. Alors, à partir de cette valeur d'exposition inférieure, hein, ces 80 décibels, on aura déjà une obligation, c'est de privilégier la protection collective. Avant même, malheureusement, on va tous penser à donner des bouchons parce que c'est la facilité pour évaluer le niveau sonore. Mais non, il va falloir déjà se poser la question, est-ce que je ne peux pas travailler sur mes machines, sur le capotage, sur l'isolation? On reverra tout ça, hein, précisément avec Fabienne tout à l'heure, pour diminuer ce niveau sonore et éviter la protection individuelle si c'est possible. Donc, malheureusement, dans le bruit, souvent, on va corréler ces deux préventions, la protection individuelle et collective. Donc, on mettra à disposition, et c'est bien la notion de mise à disposition à ce niveau 80 décibels, hein, des protecteurs, hein, individuels, donc des bouchons, des casques, hein, des bouchons d'oreilles moulées, etc. Bien sûr, à ce niveau-là, déjà, il y a une formation des salariés qui doit être donnée. Donc, vous avez, par rapport à votre suivi de santé, déjà, le médecin du travail et l'infirmier santé au travail qui viendra éduquer, hein, vos salariés sur cette notion, hein, santé du bruit. Mais effectivement, vous devez également sensibiliser par rapport à vos niveaux sonores en entreprise vos salariés. Et sachez que votre service de santé au travail, vos techniciens, peuvent réaliser ce type d'intervention.
Et bien entendu, à ce niveau-là, au niveau de l'examen médical ou paramédical, il y aura bien sûr un examen audiométrique qui sera proposé par nos services de santé au travail en fonction du questionnement et de la connaissance de votre activité. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de connaître votre activité, vos niveaux sonores, et c'est pour ça que l'on mène des actions au milieu de travail pour pouvoir avoir des visites médicales aujourd'hui qui ont du sens par rapport aux risques professionnels. Alors maintenant, si je vous parle du deuxième seuil réglementaire, vous allez avoir ce qu'on appelle la valeur d'action supérieure qui est fixée à 80 décibels et 137 pour les crêtes. Donc là, vous voyez bien que là, on est rouge. Donc à partir de cette valeur, on est obligé de mettre un programme de réduction de l'exposition au bruit. C'est le code du travail qui le dit, c'est pas moi. On doit travailler sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel. C'est-à-dire que si l'on ne peut pas diminuer par la technique les niveaux sonores, et ben, il faudra diminuer le temps d'exposition, notamment pour éviter que vos salariés soient exposés à des niveaux délétères pour leur santé. Donc, par rapport à ça, à ce niveau sonore des 85, il faudra signaler, délimiter et restreindre les accès. Et puis, il faudra obliger, et donc là, on n'est plus sur les 80 décibels sur la mise à disposition, mais là, on est bien sur l'obligation du port effectif des protections individuelles. Donc là, il faudra effectivement faire preuve d'informations convaincantes auprès de vos salariés pour qu'ils portent la protection individuelle. Voilà. Et donc qu'ils comprennent pour bien porter cette protection. Et dernier seuil que fixe le code du travail toujours, c'est la valeur limite d'exposition, au-delà duquel les salariés ne peuvent plus travailler. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 87 décibels en exposition moyenne quotidienne, en prenant en compte l'atténuation des protections auditives, rassurez-vous, parce que 87 décibels, on va vite y arriver dans le monde industriel, il faudra bien sûr travailler avec l'atténuation des protections auditives que vous allez mettre à disposition. Et vous avez le niveau de crête à 140 qui est là effectivement délétère pour l'oreille. Donc là, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas autorisé. Donc là, effectivement, il faudra mettre en place des mesures de réduction immédiate pour ne pas exposer vos salariés au-delà de cette valeur limite d'exposition. Voilà. Donc, si on a une chose à retenir, parce qu'on vous donne beaucoup d'informations, c'est le niveau de danger, c'est 80 décibels pour l'audition. À partir de ça, on doit déjà mettre à disposition et travailler sur le plan collectif. Voilà. Alors, un tout petit zoom très rapide. On vous a parlé de pénibilité il y a quelques années. La notion de pénibilité, aujourd'hui, on n'en parle plus dans ces termes-là, mais on va plutôt parler de compte professionnel de prévention, donc le fameux C2P. Donc depuis 2017, les entreprises doivent effectivement évaluer dans ce cadre du compte professionnel de prévention le risque bruit et bien d'autres risques professionnels. Là, on vous parle que du bruit aujourd'hui. Et donc, voilà, à partir de cette évaluation, notamment 81 décibels sur 8 heures et 135 décibels pour les crêtes, donc au final, c'est, on va dire, le premier seuil que je vous ai présenté à 1 décibel près, et ben, par rapport à une durée minimale d'exposition, c'est-à-dire 600 heures par an pour le niveau moyen et 120 fois par an pour le niveau de crête, et ben, vous devez effectivement déclarer vos salariés dans le compte C2P comme étant exposés à des ambiances sonores importantes. Voilà. Donc, maintenant, si je rentre dans ma métallurgie, dans l'entreprise, alors là, on vous a pris un exemple typique, on aurait pu vous en présenter des dizaines. Là, on est dans le cadre d'une activité industrielle de polissage de surface inoxydable, donc un monsieur qui porte effectivement, vous voyez, sur son épaule, le fameux dosimètre, l'objectif étant d'évaluer sa dose journalière de bruit pour pouvoir comparer au fameux seuil que je vous ai présenté initialement. Donc là, on a un rapport de mesure. Donc on a une personne qui a à disposition des protections auditives, donc des bouchons d'oreilles jetables, les fameux petits bouchons jaunes que l'on voit sur la diapositive. Pourquoi ils sont jaunes à votre avis? Parce qu'ils sont de couleur, de couleur vive, pour que lorsqu'on regarde une personne dans les yeux, on ne doit pas voir cette couleur normalement dépasser des oreilles s'ils sont bien placés dans l'oreille. Et regardez très souvent,
vos salariés, ils les portent très mal parce que ces bouchons d'oreille, ils sont juste mis à l'entrée du pavillon pour faire plaisir, pour avoir une protection, je dirais, qui est respectée, mais en soi, ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas intégrés hein, donc, au niveau du conduit auditif. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mouler hein, cette mousse viscoélastique et bien enfoncer hein, ce bouchon dans l'oreille, dans le pavillon. Hein, voilà. Dans le conduit auditif. Permettre, Oui, d'ailleurs, vas-y. avant de t'interrompre, il y Oui. a des petites vidéos de l'INRS qui sont extrêmement bien faites pour expliquer justement à vos salariés, ça prend 2-3 minutes, et qui permettent de visualiser comment on doit insérer un bouchon d'oreille. Ça paraît très simple, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une technique pour que ça puisse vraiment bien intégrer, bien se remettre dans le conduit auditif, sans blesser l'individu, mais pour le protéger correctement. Voilà, Tout à excuse-moi de fait. t'avoir interrompu. Non, mais il n'y a pas de mal, Fabienne. Tous les jours, moi, voilà, c'est le message que l'on va donner en entreprise. Effectivement, on voit des bouchons d'oreille jetables hein, qui sont donnés, et c'est très bien, mais qui sont très mal portés. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à côté d'une protection individuelle, toujours apporter une information et une formation pour que les gens comprennent. Voilà. Alors, maintenant, si on va détailler un petit peu plus hein, ce graphique. Hein. Vous avez donc les crêtes en rose sur ce graphique, hein, donc avec les seuils qui sont définis. Hein, vous voyez les 135 et 137 notamment, hein, qui sont les deux seuils, donc la valeur d'action inférieure et la valeur d'action supérieure en crête, et les 80 et les 85 en niveau moyen. Donc, vous voyez bien clairement que là, la courbe bleue là, correspond au niveau moyen. Là, on est bien au-delà et très souvent au-delà de 85 décibels. Et le résultat moyen sur cette exposition, hein, sur cette heure quotidienne, hein, parce que ce monsieur travaille 35 heures sur 5 jours, donc 7 heures par jour, il va être à 90 décibels. 90,1 précisément, avec effectivement une incertitude de 0,7 décibels en plus ou en moins. Donc vous voyez qu'il travaille avec une amplitude qui va de 52 décibels à 107 décibels de moyenne, et il va jusqu'à des crêtes qui avoisinent les 130 décibels. Voilà. Donc on n'a pas de dépassement de crête réglementaire, mais là on est clairement au-dessus hein, de la valeur d'action supérieure. Et là, sachant qu'il ne porte pas ces protections, et bien normalement, il ne devrait pas travailler à ce niveau sonore. Alors par contre, là, il y a un travail à faire de sensibilisation, hein, parce que l'employeur met à disposition des protections, mais il n'y a pas un respect du salarié pour les porter. Voilà. Hein, donc ça, c'est un travail en complément de la métrologie, quel que soit le résultat. On sait que là, le résultat, il est important. Et ben, il va falloir sensibiliser les salariés. Alors, si je vous montre dans cette même entreprise le travail du technicien avec le sonomètre, hein, qui va lui permettre là d'aller chercher les niveaux de bruit et d'impact sonore sur différentes machines, et ben là, on voit que notre technicien, il a recherché hein, différents niveaux sonores, et on voit beaucoup de rouge là quand même, hein, qui dépasse 90 presque et 100 décibels à des moments hein, pour je dirais, travailler. Donc là, si on doit travailler sur l'impact sonore dans les ateliers, bien sûr qu'il faudra travailler sur les sources majeures de bruit pour pouvoir diminuer hein, le niveau ambiant dans les ateliers. Et là maintenant, si on prend une valeur importante, hein, donc là par rapport à cette entreprise, on a choisi de vous prendre l'exemple que utilisait ce monsieur sur la photo, l'utilisation d'une fraise. Et ben cette fraise, elle va générer à elle seule un impact sonore de 103 décibels. Et donc, à gauche, vous avez le spectre fréquentiel réalisé avec le sonomètre. Donc, ce spectre fréquentiel, il a trois niveaux, hein, donc matérialisés en couleur hein, sur ce spectre. Vous avez les niveaux minimum hein, en vert, vous avez les niveaux moyens en bleu, et vous avez les niveaux maxi en
en rouge. Et donc, nous, ce qu'on va faire sur nos modélisations pour modéliser effectivement le risque de surdité et d'efficacité et l'efficacité et analyser l'efficacité des protections individuelles, eh ben, on va reprendre les valeurs en bleu, hein, les niveaux moyens, que l'on va recalculer par octave, hein, et donc qu'on va comparer donc à la fiche technique du protecteur auditif que l'employeur, que le salarié va nous donner. Hein. Toute protection auditive est accompagnée d'une fiche technique, et donc on va pouvoir clairement montrer, hein, l'effet d'atténuation de la protection par rapport au niveau brut d'exposition. Donc vous voyez en haut, hein, cette protection, ce fameux bouchon jaune qui a une exposition moyenne, ce qu'on appelle un SNR, un niveau moyen sonore sur l'ensemble des fréquences, hein, qu'il soit grave, médium ou aigu, de 36 décibels, mais 36 décibels si cet équipement est bien porté. Donc sachez bien que là, on a toujours un biais sur ce type de protection, parce qu'effectivement, ils sont prévus pour être très efficaces en termes d'atténuation, mais on a une perte très importante en termes d'atténuation lorsque les gens vont les porter, parce qu'ils vont souvent, comme je vous disais tout à l'heure, mal les porter. Donc ce cas de figure, hein, en l'absence de protection, clairement, hein, les opérateurs vont s'exposer à un danger de surdité en cas d'exposition temporaire. Regardez sur la droite de mon histogramme, vous voyez qu'il va dépasser à mon histogramme au niveau des 4000, hein, le fameux scotum que Fabienne va analyser sur son audiogramme. Et ben moi, je vais l'analyser en entreprise, et on voit bien que là, on est à 100 décibels d'intensité brute. Donc, on va dépasser la courbe rouge, pardon, hein, sur cette modélisation de Wissner, et on va avoisiner, hein, la courbe noire. Voilà, donc la courbe noire, c'est vraiment la courbe à ne pas dépasser, mais la courbe rouge, hein, est vraiment aussi, je dirais, le curseur à éviter. Hein, voilà. Voilà maintenant ce qu'on pouvait vous dire en termes de technicité, hein, de mesurage par rapport au monde industriel. Fabienne va vous parler des niveaux, des préconisations organisationnelles et techniques que l'on peut proposer, hein, sachant que nos services préconisent des éléments, mais ne sont pas des spécialistes de l'acoustique, et donc il faut faire appel très souvent à des spécialistes pour pouvoir aménager des choses efficaces. Fabienne, à toi. Alors, bien évidemment, on va toujours essayer de limiter au maximum à la source, hein, ce bruit. Donc, avant même, si on le peut, ça va être, lorsqu'on fait un investissement, de réfléchir, est-ce qu'on va privilégier peut-être cette machine, parce que justement, elle va émettre moins de nuisances sonores qu'une autre. Donc déjà, ça va être ce premier travail. Ensuite, effectivement, si malheureusement on ne peut pas à la source se dire je supprime ce bruit, il va falloir effectivement travailler sur l'organisation du travail. Donc, essayer d'éloigner les salariés. Donc, vous voyez sur notre schéma, hein, on a placé la personne qui a un travail sur écran dans une pièce à côté. Donc, si on peut, effectivement, pouvoir mettre des cloisons, hein, pour éloigner tout simplement le salarié de l'émission de ce bruit. Bien. Donc, on va, dans un second temps, si on ne peut pas travailler déjà en amont là-dessus, travailler sur l'émission. Voilà. Donc, ça va être effectivement de mettre du capotage sur les machines, hein, pour limiter cette émission de bruit. Et puis ensuite, on l'a vu, hein, le bruit, ce sont des vibrations, des ondes sonores. Donc, essayer de faire en sorte que on puisse limiter cette émission et que ce son soit absorbé par l'isolation des murs. Hein. Donc, il y a différents matériaux qui peuvent exister. Hein. Donc, là encore, on peut être support technique pour vous accompagner. Voilà. Donc, toujours, effectivement, c'est toujours mieux de concevoir les bâtiments en amont, hein, que de devoir intervenir ensuite, même si, bien sûr, il y a des choses qui existent, comme par exemple, là, on vous a mis un exemple d'un bardage micro-perforé qui va absorber, hein, ce son. Voilà.
Donc, il y a aussi des choses qui existent hein, pour diminuer cette réverbération, pour que justement cette onde sonore ne vienne pas rebondir, on va dire, et puis repartir. Donc, les panneaux absorbants, on peut mettre effectivement des faux plafonds. Ce que vous voyez le système de baffle, si tu peux montrer effectivement voilà. Et puis fixer au mur des panneaux absorbants ou encore des claustras hein, qui vont venir absorber ce bruit. Voilà. Donc tout ça Fabienne, hein, je me permets de le dire, il est important hein, de travailler avec un bureau acoustique pour avoir des effets, hein, parce qu'effectivement ces solutions vont être étudiées hein, dans l'environnement de travail et nos acousticiens, enfin pas les nôtres, mais les acousticiens avec qui vous travaillerez ont des appareils aussi pour mesurer hein, effectivement la propagation de l'onde sonore dans vos établissements. Je te laisse la parole, Fabien. Et donc, il existe aussi d'autres dispositifs, hein, comme ce qu'on appelle les matériaux résilients. Donc, ça va être effectivement des supports, mettre sous une machine pour éviter la propagation de la vibration, hein, ce qu'on appelle les silent blocks, ou les ressorts, hein, qui vont faire que ça va absorber. Ça va être aussi éventuellement le revêtement de sol, hein, des supports en caoutchouc, du liège, des plastiques. Voilà, pour pouvoir justement absorber ces vibrations et diminuer leur impact. On va donc éviter donc les bruits, ce qu'on va appeler les bruits solidiens, voilà, hein, donc les bruits qui vont effectivement faire vibrer hein, votre et rentrer en résonance votre local, voilà. Alors, et dernières actions. Alors, les actions sur la réception, effectivement. Hein, donc, ça va être, par exemple, de mettre des cabines, voilà, des cabines insonorisées, et puis également des dispositifs. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Chaque situation de travail va être différente. Comme on l'a bien expliqué, l'important, c'est d'avoir effectivement ces protections individuelles si on ne peut pas agir en amont, mais d'avoir aussi la protection individuelle qui sera adaptée. Si vous proposez des bouchons mousse à usage unique, s'ils sont mal portés, parce que, par exemple, ça va vous protéger à hauteur de 36 décibels et que vous devez parler à votre collègue pendant votre temps de travail, les salariés vont les mettre sur le bord de l'oreille, ce qui ne sert absolument à rien puisque ça ne va pas les protéger pour pouvoir communiquer. Donc là, il faut vraiment réfléchir en amont. Je propose un dispositif parce que je n'ai pas d'autres possibilités de protection individuelle, mais qu'il soit adapté et surtout bien accompagné pour que le salarié prenne du sens à l'utilisation de ce dispositif. Hein. Donc, il vaut peut-être mieux parfois proposer effectivement un casque qui va se mettre facilement, voilà, sachant que ces dispositifs, hein, il faut bien les mettre en amont de l'exposition au bruit, hein, puisque sinon, on va en diminuer vraiment leur efficacité sur la dose quotidienne perçue par les salariés. Voilà. Donc, c'est vrai que l'avantage, par exemple, des bouchons moulés à l'oreille du salarié, ça va être beaucoup plus facile de le mettre de façon adaptée. Et puis, en plus, ces bouchons moulés, ils ont l'avantage de pouvoir avoir des filtres qui vont s'adapter à la situation de travail. Par exemple, si quelqu'un doit, dans son exposition quotidienne, avoir la possibilité d'avoir ses bouchons, mais d'utiliser un téléphone, eh bien, on aura des bouchons moulés avec des filtres adaptés pour pouvoir, malgré tout, par exemple, téléphoner ou pouvoir s'adresser à la personne à côté. Très bien. Merci Fabienne. Donc, on va passer à la dernière étape de
présentation de ce matin. Il nous reste une petite demi-heure, donc je vous propose de parler de l'approche tertiaire. Effectivement, au premier regard, comme ça, on pense toujours il y a beaucoup plus de bruit et en intensité, effectivement, dans le monde industriel, mais l'ambiance sonore est aussi un problème à prendre en compte dans nos bureaux. Donc, je vous propose de vous montrer une évaluation de cette ambiance sonore, mais là, à partir du sonomètre, l'objectif étant, vous l'avez bien compris, de mesurer l'impact et non pas la dose de bruit pour comparer au seuil réglementaire, parce que bien entendu, on n'a pas de niveau sonore au-delà des seuils réglementaires, bien heureusement. Alors là, on parlera plus des normes. Je vais vous détailler ces normes pour vous présenter les différents seuils proposés par ces normes. Je vous propose ensuite de modéliser cette gêne acoustique avec un histogramme également et avec à partir du spectre fréquentiel mesuré grâce à notre sonomètre. Et ensuite, il faut savoir, ce point-là, nous ne le détaillerons pas dans notre présentation, mais il faut savoir qu'il existe, en complément de la mesure, dans le monde tertiaire, il existe un questionnaire qui a été réalisé, le questionnaire Gabo, qui spécifie la gêne acoustique dans les bureaux ouverts, un questionnaire qui a été réalisé par des scientifiques et notamment l'INRS. Il est disponible sur leur site que vous pouvez utiliser pour analyser le ressenti et recueillir le ressenti des salariés par rapport au bruit. Voilà. Donc ça, effectivement, on le conseille parce que quelquefois aussi, l'ambiance sonore dans ce type d'activité cache aussi d'autres problématiques et donc il faut essayer d'explorer l'ensemble des choses pour bien analyser le travail. Alors, que disent les normes? Donc, il y a une vieille norme de 1998, mais qui est tout le temps, qui est toujours effectivement utilisée, plutôt utilisée sur ses aspects ergonomiques. Alors, j'entends, même si le mètre carré devient cher, il est préconisé qu'il faut donc 10 mètres carrés par personne dans des locaux de bureau pour travailler correctement et avoir une bonne concentration dans le travail. Lorsque l'activité principale des personnes dans le tertiaire est plutôt axée sur les appels téléphoniques, effectivement, il faudra ici 15 mètres carrés idéalement par personne pour pouvoir avoir donc un espace de travail correct d'un point de vue ergonomique. Cette norme donne des niveaux sonores, mais ces niveaux sonores ont été également précisés récemment, en 2016, par une nouvelle norme qui va donner, en fonction de la configuration et des typologies d'activité, des niveaux sonores différents. Un travail en guichet, il faudra être inférieur ou égal à 55 décibels. Un travail en centre d'appel, il faudra être inférieur à 52 décibels. Un travail dans un espace collaboratif, il faudra être inférieur à 50, et un travail administratif qui va demander effectivement de la concentration, mais les autres configurations également, on préconisera plutôt un niveau sonore inférieur à 45 décibels. Voilà, donc là, moi, je vous montre rapidement un bureau collectif ouvert, donc un de nos techniciens, donc je dirais, déplacé dans cette entreprise, une entreprise qui possède trois, je dirais, activités dépendantes, le bureau d'études, les bureaux méthodes, et puis un centre d'appel, un petit centre d'appel de planification de l'activité pour l'entreprise. Donc là, on est sur un plateau, on va dire, technique, avec trois niveaux, trois activités différentes. Et donc, vous voyez bien ici qu'on va avoir, en fonction de cette activité, des recommandations différentes. Avant même de passer au niveau sonore, je vous montre juste, notre technicien a évalué le taux d'occupation de ces activités,
au jour où il est intervenu, il y avait 90% d'occupation des postes de travail, donc une occupation quand même importante, ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui forcément avec la mise en place du télétravail en entreprise, qui est aussi une des solutions pour diminuer le niveau sonore dans nos établissements et donc améliorer le niveau de concentration des salariés. Et donc là, rapidement, mon collègue donc, a mesuré la superficie par poste de travail. On était sur un plateau de 220 mètres carrés au bas mot, et donc ce qui fait par rapport au nombre de postes un ratio de 8 mètres carrés par personne environ. Donc vous voyez, un tout petit peu inférieur à ce que la norme préconise, mais tout à fait acceptable pour autant, mais effectivement, il faut au mieux se rapprocher des 10 mètres carrés. Alors, si maintenant on est sur la deuxième norme de 2016, les espaces collaboratifs, on va plutôt les estimer au niveau bureau d'études et bureau méthode. Donc là, il faudra rechercher au maximum un niveau sonore inférieur à 50 décibels. Vous voyez ici nos mesures affichées en rouge. Donc on va de 53,8 pour le bureau d'études à 55,5, donc un tout petit peu au-dessus de la norme. Et puis au niveau méthode, là on explose le résultat, et on va vous montrer pourquoi tout à l'heure, parce que dans ce bureau méthode est initié beaucoup de réunions non prévues, et donc qui va venir déranger quelques salariés qui ne participent pas, qui ne sont pas prévus à ces réunions. Voilà. Donc voilà des préconisations qu'il faudra effectivement prendre en compte et effectivement réaliser ces réunions, vous avez bien compris, dans d'autres espaces si c'est possible. Et donc on a un autre espace, le centre d'appel. Donc là on voit bien qu'on est quand même sur un petit centre d'appel avec 4 personnes, donc une activité de planification, et donc là on respecte les fameux 52 décibels de la norme. On a mesuré, mon collègue a mesuré, 51 décibels à son passage. Voilà. Alors voilà, nos mesures sont des mesures effectivement à l'instant T, des mesures assez courtes en mesure sonométrique. On fait des échantillons de 15 à 20 minutes. Donc effectivement, il faut bien arriver au moment de la représentation de l'activité, ou en tout cas au moment des niveaux sonores les plus importants, pour faire prendre en compte, faire prendre conscience aux gens que ce niveau de concentration dans le milieu tertiaire, il est important, et que le confort acoustique va les aider. Alors ce confort acoustique, ou cette gêne acoustique, en fonction de si on est dans le positif ou dans la perception négative, on va la modéliser toujours avec un même type d'histogramme, avec des courbes, donc le fameux modèle de Wissner. Et donc là, on a pour le bureau méthode, où on a une improvisation de réunion, on voit effectivement sur cet histogramme que l'on va dépasser la zone 3, et cette zone 3 représente une zone dite bruyante dans le monde tertiaire. Donc c'est un espace où le travail intellectuel va devenir extrêmement pénible. Donc je vous rappelle, on est aux alentours de 72 en moyenne sur cet espace, et que le travail administratif courant devient difficile, et les travaux manuels sans concentration mentale importante vont être bien sûr possibles, des petits travaux manuels pourquoi pas de reprographie, ou etc. Mais si on parle là en complément à un travail d'atelier, le travail d'atelier n'est pas gêné de façon... Mais bien sûr, on est là pour parler de l'ambiance tertiaire uniquement. Voilà, donc là, on est vraiment au niveau 3, et donc il est important de faire prendre conscience qu'il va falloir travailler en prévention. C'est ce que va vous présenter Fabienne dans quelques instants. Donc voilà,
Partons d'un bureau collectif, effectivement. Donc là, vous avez 4 zones d'espace de travail. Si on repart sur l'aspect organisation du travail, est-ce qu'on a absolument besoin de ces 4 zones? Est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre de salariés, effectivement, dans ce bureau? Et puis, on voit aussi dans ce bureau, tiens, on a une imprimante, est-ce que ça ne va pas être source de bruit, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas la mettre dans un autre endroit que dans le bureau en lui-même? Et puis, si on a la possibilité à ce moment-là de mettre un système de cabine, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour diminuer cette propagation du bruit. Voilà. Donc, ensuite, on va agir sur l'environnement de travail en lui-même, c'est-à-dire, pour parler de cette fameuse propagation solidienne que tu évoquais tout à l'heure, Erwan, c'était effectivement de travailler sur le bureau en lui-même, des faux plafonds éventuellement, des planchers, des murs qui soient isolants et qui évitent la réverbération de ces bruits. Donc là encore, on a des exemples non seulement sur l'imprimante qui va être cloisonnée, sur les conseils toujours de techniciens dont c'est le métier, peut-être de privilégier des baffles, des panneaux acoustiques, mettre des petites cloisonnettes sur les bureaux, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Bon, ce qui va en plus, en deuxième effet secondaire, je dirais, délimiter un petit peu l'espace de travail et permettre une organisation qui permet aux salariés aussi de se recentrer. Voilà. Alors attention, Fabienne. Excuse-moi, Fabienne, les cloisonnettes en plexiglas ou en verre ne sont pas acceptées dans le, oui. bien sûr, dans l'effet acoustique. Non. Voilà. Justement, je disais, ça peut délimiter ton espace parce que justement, c'est pas transparent. Donc, il y a aussi ces dispositifs qu'on appelle les corner traps qui vont absorber justement ce bruit. Et puis, ça peut être des rideaux. Voilà, ça peut être toutes sortes de dispositifs. C'est vrai qu'on a vu émerger tout un tas de produits qui permettent ça. Voilà. Donc, les matériaux résilients, là encore une fois, donc des dalles de vinyle, de liège, d'ilino, des caoutchoucs, moquettes, etc., qui vont permettre effectivement de diminuer toujours ce quotidien. Voilà. Donc voilà, vous avez les petits exemples en bas de dispositifs, de matériaux qui vont permettre d'éviter la propagation de ce bruit au sein des bureaux. Voilà. Et puis, effectivement, on va pouvoir sensibiliser avec des indicateurs de niveau de bruit. Ça peut être aussi sensibiliser les salariés. C'est vrai que lorsque on est dans un open space, dans des bureaux ouverts, c'est, je dirais, éduquer les salariés à la vie en commun aussi, d'éviter, si on a des coups de fil à passer, si on peut se mettre dans une salle à côté, une salle de réunion. Donc ça va vraiment être sur l'organisation, là encore une fois. Mais pour ça, c'est peut-être de faire des rappels, des indicateurs de niveau de bruit. Donc... en tant qu'infirmière d'entreprise dans une précédente expérience professionnelle, c'est vrai que d'accompagner les salariés, de leur faire prendre conscience du bruit au quotidien, ça permet aussi de permettre de mieux vivre, d'avoir une qualité de vie au travail, encore une fois, privilégiée, puisque je ne dirais jamais assez que malheureusement, le bruit, on ne le voit pas. La perte d'audition ou de capacité auditive, on ne s'en rend pas compte, on en parle peu. Et c'est vrai que cette journée nationale de l'audition, tous les ans, c'est
un point d'étape pour resensibiliser les gens, leur faire prendre conscience qu'effectivement, de vivre au quotidien dans une ambiance sonore importante, c'est très impactant et sur aussi le résultat de notre concentration, de notre efficacité au quotidien de travail. Donc, ça a toute sa place dans le quotidien des entreprises d'être vigilant sur notre quotidien au travail dans une ambiance justement qui permet la concentration, la vigilance et qui aura du coup aussi un impact sur les AT au quotidien, au cœur des entreprises. Voilà. Alors, en complément, Fabienne, de toutes ces actions techniques, organisationnelles, effectivement, là, le salarié pourra effectivement être accompagné pour poser sa voix aussi dans un collectif. On peut apprendre aux personnes effectivement à poser leur voix. Moi, je suis quelqu'un qui parle très fort, voilà, et je pense que si j'étais dans un open space, je serais malheureux. Mais pour autant, voilà, les gens n'ont pas forcément toujours le choix. Donc, la solution, c'est peut-être d'éviter ces open space, parce que effectivement, on a peut-être fait trop d'open space, bureaux collectifs ouverts, plutôt avec des termes français. Ils sont nécessaires, quelquefois pour les activités, pour les échanges, mais attention à ne pas mettre tout le monde dans un même espace si les activités sont différentes, parce que ça peut vite devenir effectivement improductif pour nos entreprises. Voilà, Fabienne, je vais me permettre de terminer. Voilà, mon collègue nous a effectivement conseillé de travailler aussi sur les systèmes de téléphonie, sur les systèmes, donc tous ces équipements techniques, les différents casques que l'on peut mettre à disposition des salariés, donc soit des casques monauraux ou binauraux en fonction du besoin et des échanges que vos salariés vont être amenés à faire. Enfin, voilà, vraiment cette réflexion, elle doit être accompagnée d'une analyse des activités pour qu'on choisisse le bon équipement, les bonnes actions de prévention. Voilà. Donc, eh ben, on en a terminé, Fabienne. On est dans les temps, il est 11h20. Place aux questions, si vous en avez. On a eu peu de questions pendant la présentation. Vous n'avez pas osé nous couper et c'est très sympathique. Mais n'hésitez pas à faire part de vos réactions aussi, pas forcément que des questions. Est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? Est-ce que vous auriez aimé aborder d'autres points? N'hésitez pas pour qu'on puisse aussi, nous, de notre côté, nous améliorer. Alors, n'hésitez pas, mettez votre micro. Merci beaucoup pour ce message d'encouragement. Si vous avez des questions, pareil, si vous avez des besoins, c'est l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de créer le besoin pour nos entreprises, de se faire connaître aussi dans nos actions au quotidien, même si probablement que vous avez déjà bénéficié de nos actions en milieu de travail ou de nos visites de conseil en entreprise, mais n'hésitez pas à nous faire appel par le biais de votre médecin du travail. Voilà. Très bien, donc merci pour cette présentation. Donc une personne qui nous dit qu'elle a déjà participé donc à des formations sur le sujet, voilà, et qu'elle trouve que cette intervention est très complète. Et ben, je vous en remercie, on vous en remercie, Fabienne et moi. Et j'associerai même mon collègue Franz Texier, qui a été très moteur et qui nous écoute en off. Franz, tu peux mettre ta caméra, parce que c'est aussi grâce à toi que ce contenu, il est de qualité. Voilà. Voilà, et ben merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, je regarde, et ben nous allons vous communiquer, et je dirais Angèle, notre chargée de communication, va vous communiquer ce contenu, ce PowerPoint. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre site internet, www.ast35.fr. Vous avez malheureusement encore la page Covid que nous mettons à jour très régulièrement. Et puis vous avez un certain nombre de documents qui vont vous permettre de
de réaliser votre et poursuivre votre politique de prévention. Nous avons mis à votre disposition des outils de mise en place de votre document unique ou de mise à jour. N'hésitez pas à nous rejoindre prochainement. J'anime notamment un webinaire sur la mise à jour du document unique dans le cadre de cette crise sanitaire Covid-19. Voilà. Et bien, si pas d'autres questions, on va vous souhaiter une excellente journée et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les autres webinaires. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci.